Modernité, post-modernité, hyper-modernité et bientôt peut-être supra-méga-modernité. Bref, un contexte hyper complexe et si le sujet n'est pas forcément hyper divertissant, moi je le trouve plutôt hyper passionnant parce que oui, quoi qu'il en soit, eh bien on en est, poisson du bocal hyper moderne, pourrions-nous dire. Alors hyper, c'est déjà un préfixe qui traduit l'au-dessus, l'au-delà, le surcroît, un petit truc en plus, quoi, pourrions-nous dire. Eh bien l'hypermodernité, elle s'inscrit dans la continuité de la post-modernité qui s'inscrit elle-même dans la continuité de la modernité. Ça fait donc modernité, post-modernité, puis hyper-modernité. Et si la modernité débuterait historiquement au XVe siècle et prendrait fin avec la Révolution française, eh bien on voit que bon nombre d'auteurs l'estiment être encore en cours actuellement. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un homme moderne actuellement. Eh bien, la modernité, c'est d'abord l'ère d'un monde, disons, désenchanté. Désenchanté qui a été mise en lumière notamment par les Lumières, dont, souvenez-vous, le projet rationaliste était celui de déniaiser les peuples, pour reprendre la célèbre formule de Voltaire. Eh bien, la modernité, elle est marquée par le désenchantement du monde. Autre célèbre formule de Weber, effectivement, et aussi reprise ensuite par Marcel Gauchet. Alors, désenchantement du monde qui témoigne de quoi? Eh bien, du recul des croyances religieuses, d'un monde marqué par différentes crises ecclésiastiques, idéologiques, politiques, économiques. Et c'est justement dans cette lignée de la perte des grands récits, légitimateurs de l'époque moderne, de la séparation des pouvoirs et d'un effacement des structures qui faisaient autorité, que s'inscrit la post-modernité. Ce courant est justement apparu en majorité dans les années 60, notamment en France, et théorisé par bon nombre d'auteurs du type Baudrillard, Derrida, Deleuze, Foucault ou encore Lyotard. Eh bien, la période postmoderne, elle se caractérise par quoi? On peut quand même s'interroger. Par l'avènement d'un individualisme nouveau, faisant suite justement au bon individualisme des Lumières, celui d'Emmanuel Kant ou encore de Jean-Jacques Rousseau, qui, souvenez-vous, promouvait l'assurance de l'esprit et reliait les individus par des propriétés morales. A l'inverse, ce nouvel individualisme promeut non plus seulement l'assurance de l'esprit, mais la transcendance de l'esprit, la transcendance de soi, l'esprit d'initiative et d'entreprise, et aussi l'autocentrisme. Il s'agit donc d'un individualisme concurrentiel, et c'est finalement ce dont parle Émile Durkheim dans ses travaux. Il s'agit finalement moins d'être raisonnable au sens de morale que d'être raisonnant, c'est-à-dire entreprenant, capable de mesurer, de calculer, de commercer dans ses relations avec soi-même, avec les autres, mais également avec le monde. Et comme le souligne Michel Foucault, le capitalisme fait de l'existence une entreprise. Dans ce système, l'individu a pour tâche d'améliorer sans cesse son capital d'existence et de compétences. On assiste donc à une forme, on pourrait dire, en tout cas dans la société américaine émerge cette image de l'homme entreprise. On parle d'un homme entrepreneur. Et l'ère du néolibéralisme, c'est l'ère du libéralisme où celui-ci devient fondateur d'État et se met au service du capital. Capitaliser, ça devient finalement le maître mot de notre société, qui vient d'ailleurs du latin caput, qui signifie la tête et peut se définir comme le système en tête duquel capitalise l'homme capitaine à la tête d'un capital capable de maintenir le cap, et oui, dans le but de capitaliser, si on veut jouer un petit peu sur les mots. Eh bien, à l'image du baron de Munchausen, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez taper sur Google pour voir, qui cherche à s'extraire du marais en se tirant lui-même à deux mains par les cheveux, l'homme post-moderne est le seul maître cavalier de son existence et des imprévus qui la traversent. Alors on peut s'interroger, n'y a-t-il personne pour l'aider ou n'a-t-il besoin d'aucune aide? Ça reste une vaste question que je vous soumets. Selon Jean-François Lyotard, dans La condition de l'homme postmoderne que je vous invite à lire, l'individu n'est pas vraiment isolé. Il a plutôt des caractéristiques sociales complexes, très complexes. Il est pluriel, hyper complexe et en hyper mutation. Des mutations qui sont pointées du doigt par Marcel Gauchet, relatives donc à lui-même, au monde, à son corps, aux autres, aux choses, au temps, à l'espace, aux idées et valeurs et enfin à la transcendance, rien que ça. L'hypermodernité, qui date des années 90, voire 2000, est corrélative d'un toujours plus vite, corrélative de l'hyperconsommation, de l'hypermarché, de l'hyperactivité, de l'hyperindividualisme, etc., etc. Elle serait donc l'ère de l'hyper-paradoxal. D'un côté triomphe l'individualisme, le libéralisme, la flexibilité, et de l'autre s'exalte le conservatisme, le repli identitaire, le retour à la tradition. Dans son ouvrage « Les temps hypermodernes » de Gilles Lipovetsky, il écrit « Quand les prémodernes se reposaient sur la tradition et les modernes sur l'avenir, les postmodernes auraient les pieds dans le vide.
eh bien on pourrait rajouter que les hypermodernes auraient des idées plein la tête même dans les nuages pour faire référence au cloud et au numérique et à l'ère finalement de l'hyperconnexion. Mais attention, si le superlatif hyper renvoie à de nombreuses choses superflues, certes, être hypermoderne, c'est également un terrain d'expression de l'esprit critique, un terreau d'expression et d'hyperdiversité des modes de vie. Dans Naissance de la biopolitique, Michel Foucault reconnaît, dans le néolibéralisme, un terrain d'expression de cet esprit critique, chargé de dégager toujours plus de différences et d'innovations, et de promouvoir non seulement la liberté économique et politique, mais aussi et surtout la pluralité des modes d'existence au sein de la société, et ça, il s'en réjouit. L'idéal de la société néolibérale ne serait donc pas de normaliser les individus et de contrôler leur existence et leur conduite, mais de favoriser plutôt la pluralité des plans de vie, et ce dans tous les domaines de la vie. On assiste donc à un élargissement du champ des possibles, induit par l'affaiblissement des autorités extérieures, l'autonomisation des individus, l'évolution des sciences et des techniques, ainsi que des systèmes juridiques. Et lorsqu'un système, qu'il soit finalement technique, médical, juridique, empêche la réalisation d'un nouveau possible, eh bien on assiste moins à de la résignation de notre part qu'à la revendication d'autres modes d'existence. Pour Foucault, justement, la société néolibérale est marquée par quelque chose comme une tolérance qui serait accordée aux individus affracteurs et aux pratiques minoritaires. Alors, je trouve que c'est absolument passionnant, puisque finalement, elle ne chercherait pas à supprimer les systèmes de différence, mais à les optimiser à travers la mise en place de systèmes décentralisés de compensation entre les agents. Et je vais vous donner des exemples. Alors, deux exemples. D'abord, celui de la gestation pour autrui. Les couples qui se mettent hors la loi, en se rendant notamment à l'étranger, malgré l'interdiction française, n'affirment-ils pas leur différence et leur liberté dans cette action? Aux États-Unis, la GPA ne constitue-t-elle pas, par exemple, un système de compensation entre les agents dont la femme peut porter l'enfant et ceux dont la femme ne le peut pas? Comprenons par là un moyen de santé pour remédier à l'infertilité médicale ou sociale des couples par la mise en relation et concurrence de profils. En effet, la GPA, comme moyen de santé, n'optimise-t-elle pas tout simplement un nouveau système de procréation? Ne s'inscrit-elle pas dans cette tendance positive, favorisons l'expression d'un pluralisme, en l'occurrence d'un pluralisme des processus d'enfantement, et par extension des conceptions à la fois de la maternité, mais également de la parentalité, du faire famille, ainsi que du rapport au corps et à l'autre partenaire et à l'autre à venir, c'est-à-dire l'enfant. Prenons aussi un tout autre exemple, différent, celui des transports privés de personnes. En effet, référons-nous par exemple à Uberpop dont on a beaucoup entendu parler. Ce nouveau moyen de transport vivement controversé qui a été interdit depuis, il s'agit d'individus mettant volontairement leur conduite au service des citoyens sans avoir une licence pour ce faire, proposant donc pour ceux qui l'exercent un complément d'activité professionnelle et pour ceux qui recourent à un système à moindre coût de compensation, notamment entre les clients plus ou moins aisés, entre les usagers contents et mécontents, etc. et donc concurrençant par là même les taxis licenciés. On peut alors s'interroger tout simplement, Uberpop n'a-t-il pas optimisé un nouveau système de circulation favorisant l'expression d'un pluralisme des conduites? Par ailleurs, il est à noter que dans ce contexte de circulation des libertés et des volontés, l'interdiction d'un système, en l'occurrence Uberpop, est la plupart du temps corrélée du maintien d'un autre dans une forme peu visible et discrète. Nous pensons ici à l'application Hitch. Aussi, nous observons donc combien l'hypermodernité se caractérise par l'expression d'une volonté cavalière qui n'hésite pas à changer les rapports de force traditionnels et notamment grâce au numérique. Et donc on pourrait dire à ubériser, pourrions-nous dire, les modèles ancestraux ou simplement existants pour de nouveaux modèles. L'hypermodernité, c'est donc l'ère où la volonté ne manque pas d'air, l'ère de l'hyper-volonté. Une volonté qui en veut toujours plus vite, pourvu seulement que hyper diversifiées, eh bien les volontés soient au moins hyper discernées. Et donc dans la continuité, je vous proposerai pour une autre réflexion une vidéo sur le thème de l'hyper-volonté, qui est un sujet qui me passionne aussi énormément, assoiffés que nous sommes, vous et moi, du pouvoir de vouloir. Je vous souhaite une bonne soirée.